Bienvenue dans la deuxième partie de la loi de décroissance radioactive. On enchaîne avec le paragraphe loi de décroissance radioactive. Petit a, on va parler de la décroissance exponentielle. Le phénomène de la radioactivité, comme déjà dit, est aléatoire au niveau microscopique. Mais néanmoins, au niveau macroscopique, il obéit à une loi appelée loi de décroissance radioactive. Donc, au niveau microscopique, on ne connaît pas lequel des noyaux va se désintégrer et à quel instant. Mais macroscopiquement, on peut déduire le nombre de noyaux désintégrés et le nombre de noyaux restants grâce à une loi appelée loi de décroissance radioactive. Donnons une démonstration de cette loi. Soit un échantillon radioactif qui contient n noyaux à la date t. Au cours du temps, ce nombre n va diminuer à cause de la désintégration de ces noyaux. Et on obtient un nouveau échantillon qui contient un nombre n' de noyaux. Le n', il est effectivement inférieur à n. Donc le d de n, c'est la différence n' moins n. Donc le signe de dn, elle est négatif. C'est pour ça qu'on écrit n', le nombre de noyaux présents, maintenant, après ce temps d de t, cet intervalle de temps d de t, c'est n plus d de n. Donc on peut dire qu'au cours d'une durée d de t, le nombre de noyaux radioactifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore désintégrés, il décroît, il diminue de la valeur n à la valeur n plus dn, avec dn négatif. Donc le nombre de désintégrations qui se sont faites, c'est moins d de n. Par exemple, si on a 1000 noyaux au départ, il ne reste 900 noyaux. Donc d de n, c'est moins 100. Mais le nombre de noyaux désintégrés, c'est 100. C'est moins cette valeur de d de n. Donc, le nombre de noyaux désintégrés est moins d de n, qui va devenir positif. Ils ne se sont pas tous désintégrés, mais une partie, c'est moins d de n. Moins d de n, c'est le nombre de désintégrations qui se sont effectuées dans cet échantillon entre la date t et la date t plus dt, c'est-à-dire pendant d de t. La probabilité que l'un de ces noyaux se désintègre, il est égal au nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de désintégrations, sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire n noyaux. Donc on peut dire que la probabilité P de désintégration s'écrit nombre de désintégrations qui ont eu lieu, c'est-à-dire moins d de n, c'est le nombre de cas favorables, sur le nombre de désintégrations possibles. Donc il y a n désintégrations possibles, puisque tous ces noyaux sont radioactifs. Donc, la probabilité de désintégration, c'est moins d de n sur n. On a introduit la notion de probabilité, puisque le phénomène il est aléatoire. Il est imprévisible, on n'a pas la certitude que tel ou tel noyau vont se désintégrer à tel ou tel instant. La probabilité de désintégration n'est pas constante. C'est une fonction qui varie au cours du temps. Pour trouver la variation de cette probabilité en fonction du temps, on choisit un intervalle de temps très petit, assez petit. Pendant cet intervalle de temps appelé dt, on va essayer d'étudier comment varie la probabilité pendant cet intervalle. Et on fera la même chose pour les autres instants. Donc, pendant un petit intervalle de temps d de t, le phénomène varie tellement peu qu'il devient linéaire. Ça veut dire que pendant cet intervalle, le phénomène ne varie pas beaucoup et même, comme on peut le constater, il devient pratiquement linéaire. Donc, pendant cet intervalle de temps, je peux dire que la probabilité est proportionnelle à d de t, puisque c'est un phénomène pratiquement linéaire ici. Donc, la probabilité de désintégration est proportionnelle à la durée d de t. Ceci n'est valable que dans les intervalles de temps très petits. Je peux choisir un autre intervalle de temps très petit ici, et je trouverai toujours que cette probabilité elle est proportionnelle à d de t. Donc on peut écrire P égale un coefficient de proportionnalité fois d de t. Ce coefficient varie en fonction du radioélément utilisé. Ça veut dire, si on a le carbone, il possède un coefficient propre. Si on a l'uranium, il possède aussi un autre coefficient différent de celui du carbone. Et comme ça,
cette constante, elle dépend de l'élément radioactif utilisé. Donc, on l'appelle la constante radioactive. Puisque la probabilité est sans unité, et puisque le d de t est en secondes, on peut en déduire que lambda, la constante radioactive, est en secondes de moins 1. Donc, au départ, on avait dit que la probabilité de désintégration, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le nombre de noyaux désintégrés sur le nombre possible de désintégration. Et en prenant un petit intervalle de temps, on peut dire que cette probabilité, elle est proportionnelle à dt. Donc, moins d de n sur n n'est autre que lambda fois d de t. En arrangeant cette expression, on trouve moins d de n sur d de t égale lambda fois n. On en déduit l'équation suivante. d de n sur d de t, lorsqu'il passe de l'autre côté, il devient positif, plus lambda n égale à 0. Cette relation s'appelle la forme différentielle de la loi de décroissance radioactive. Et en mathématiques, cette équation est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et sans second membre. Donc ce genre d'équation est étudié en maths et ça s'appelle les équations différentielles. Ici, on a du premier ordre parce qu'il y a la dérivée première, n'. Coefficient constant, car lambda est une constante, ici c'est le coefficient 1. Sans second membre, c'est-à-dire égal à 0. Donc je reprends, cette équation s'appelle la forme différentielle de la loi de décroissance radioactive. En mathématiques, cette équation est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant sans second membre. Grâce à un calcul appelé en mathématiques calcul différentiel, on peut résoudre l'équation différentielle précédente. Et la solution de cette équation différentielle est appelée loi de décroissance radioactive. La solution s'écrit n de t égale n0. Le e ici, il se lit exponentiel. C'est une fonction mathématique. On va en parler après. Moins lambda fois t, tel que n, c'est le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à la date t. Le n0, c'est le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à la date t égale à 0. La lettre t ici, c'est la date t. Et lambda, c'est la constante radioactive du noyau utilisé. Je reprends cette loi et on va essayer d'éviter une erreur fréquente. L'erreur fréquente, c'est que les élèves se trompent parfois sur le n. Le n qu'on a écrit ici, c'est le nombre restant, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui n'est pas encore désintégré. Donc c'est pour ça que je dois vous dire qu'il faut bien comprendre que pour cette loi de désintégration radioactive, le n représente le nombre de noyaux radioactifs encore présents, c'est-à-dire non désintégrés à l'instant t dans l'échantillon. Et n0, c'est le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à la date initiale, c'est-à-dire à t égale à 0. Maintenant, si je veux savoir le nombre de noyaux désintégrés, je n'ai qu'à prendre le nombre de noyaux présents à l'instant initial, moins le nombre de noyaux qui ne se sont pas encore désintégrés. Donc le n désintégré, c'est n0 moins n. Lambda, c'est la constante radioactive du radioélément considéré. Chaque radioélément possède sa constante radioactive propre. T, c'est le temps écoulé depuis l'instant t égale à 0. Donc ici, la date t, elle est comptée à partir de t égale à 0. Maintenant, on va parler un peu de cette nouvelle fonction en mathématiques qui s'appelle l'exponentielle. Je ne vais pas donner un cours de mathématiques, mais je vais essayer de donner l'essentiel qu'on doit connaître ici en physique pour utiliser cette nouvelle fonction appelée exponentielle. On va appeler cette partie un peu de mathématiques. On montre en mathématiques qu'il existe une unique fonction f, dérivable sur r,
et qui vérifie deux conditions. La première condition, f' égale à f, ça veut dire la dérivée de la fonction est égale à la fonction elle-même. Deuxième condition, f de 0 égale à 1. La valeur de cette fonction en 0, elle est égale à 1. Une telle fonction est appelée en mathématiques fonction exponentielle. Elle est notée soit exp, soit e. La lettre e est appelée le nombre d'Euler. Il possède une valeur approchée déjà calculée, c'est 2,71 828. Donc, dire e ou bien exp veut dire fonction exponentielle. Maintenant, si on veut l'exponentielle de x, on met exp entre parenthèses x. Ou bien, fréquemment, ce que vous allez utiliser en mathématiques, au lieu d'écrire exp entre parenthèses x, on écrit e à la puissance x. C'est la notation puissance de l'exponentielle. C'est cette écriture que vous allez adopter en mathématiques. On peut définir la fonction exponentielle d'une autre façon. Tout à l'heure, l'exponentielle était définie comme une fonction dont f' égale à f et f de 0 égale à 1. Elle a été notée x ou bien e. Maintenant, on peut dire aussi que la fonction exponentielle est la fonction réciproque d'une fonction logarithmique. C'est-à-dire que l'exponentielle, c'est la fonction réciproque d'un logarithme. Si on écrit avec un langage mathématique, c'est que la fonction exponentielle, c'est le f-1 d'une fonction qui s'appelle logarithme népérien, qu'on va noter ln. Sur vos calculatrices, vous allez trouver une touche où il est écrit ln, et au-dessus de cette touche, il est écrit e à la puissance x, exponentielle x. Mais on peut se demander, qu'est-ce que c'est que le logarithme népérien? Le logarithme népérien, la fonction logarithme népérien, elle est notée ln, c'est la primitive définie sur 0 plus l'infini et qui s'annule en 1. Donc, c'est une primitive de 1 sur x. La primitive, c'est l'opération inverse de la dérivée. Cela veut dire, si je prends logarithme de x et je fais sa dérivée, il va donner 1 sur x. Donc, on dit que le logarithme de x, ln de x, c'est la primitive de 1 sur x. Ce ln, il est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, c'est la primitive de 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la deuxième propriété, ln de 1 égale à 0. Puisque l'exponentielle, c'est la fonction réciproque du logarithme, ça va de soi que le logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Passons maintenant à certaines propriétés de l'exponentielle et du logarithme qu'on va utiliser dans les exercices de sciences physiques. On va commencer par les propriétés du logarithme et de l'exponentielle après. Logarithme népérien de l'exponentielle de y. Puisque ln, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, donc ln de exponentielle de y, il est égal à y. La même chose pour l'exponentielle de ln de x. L'exponentielle, c'est la fonction réciproque de ln. Donc, exponentielle ln de x égale à x. Deuxième propriété, ln de 1 égale à 0. Ici, c'est l'exponentielle de 0 qui est égale à 1. Troisième propriété, la dérivée du ln d'une fonction, on prend la fonction, on la dérive et on divise par la fonction f de x. Exemple, si j'ai ln de x et je veux faire sa dérivée. Je prends la dérivée de x, c'est 1, et je divise par x. Donc, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Pour l'exponentielle, exponentielle d'une fonction, prime, on dérive cette fonction multipliée par la fonction elle-même, exponentielle f de x. On va beaucoup utiliser cette relation dans les exercices. Maintenant, si j'ai le ln d'un produit, c'est la somme des ln. ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Pour l'exponentielle, le produit de l'exponentielle a fois l'exponentielle b, c'est exponentielle a plus b.
Le ln du rapport A sur B égale ln de A moins ln de B, c'est-à-dire ln du numérateur moins ln du dénominateur. Mais si je prends exponentielle de A sur exponentielle de B, ça donne exponentielle de A. L'exponentielle de B, lorsqu'il va au numérateur, il change de signe, exponentielle moins B. Et en appliquant cette règle, ça devient exponentielle A moins B. Dernière propriété, si j'ai le ln d'une fonction à la puissance n, ça me donne n ln de A. Exemple, ln de 2 au carré, ça sera 2 ln de 2. Si on a exponentielle de A à la puissance n, ça donne exponentielle de n fois A. Donc, c'est l'ensemble des propriétés qu'on va utiliser dans les exercices de physique. Après ce rappel de mathématiques, on passe à une notion importante dans cette leçon, c'est la demi-vie. On va donner la définition de la demi-vie. Donc, la demi-vie radioactive, notée T1,5, d'un échantillon de noyau radioactif, et la durée nécessaire pour que statistiquement la moitié des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon se désintègrent. Expliquons cette définition. Si on prend un échantillon qui possède n noyaux au départ, on appelle ça n0. Le temps au bout duquel la moitié va se désintégrer est appelé T1,5. Donc à cet instant T1,5, il ne reste plus dans l'échantillon que la moitié des noyaux qu'on avait initialement. Donc on peut suggérer ou bien proposer une nouvelle définition moins longue que celle-là. Et on dira la demi-vie radioactive est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux présents dans l'échantillon se désintègrent. On peut écrire ça d'une façon symbolique. Lorsque t égale à T1,5, le n restant égale à n0 sur 2. Le n restant égale la moitié du nombre qu'on avait initialement, puisque l'autre moitié s'est désintégrée. Donnons des exemples de demi-vie de certains nucléides. Dans ce tableau, on voit les différents nucléides tels que le polonium, l'azote, le soufre, l'uranium 239, le plomb 219, l'hydrogène H1,3, appelé tritium, le carbone 614, l'uranium 235 et le plomb 204. On constate qu'il y a des isotopes qui appartiennent au même élément et qui ont des demi-vies différentes. Par exemple, l'uranium 239 et l'uranium 235. 239, c'est 23 minutes. 235, c'est 700 millions d'années. Le plomb 219, c'est 10h,6. Et le plomb 204, c'est 10 à la puissance 19 années. Donc, les T1,5 peuvent varier du microseconde à des milliards d'années. Maintenant, on va essayer de déterminer la valeur de T1,5 par deux façons différentes. La première façon, c'est essayer de calculer T1,5 par une relation mathématique. Pour cela, on va partir de la définition de tout à l'heure. Lorsque T égale à T1,5, alors N égale à N0 sur 2. Or, N est donné par la loi décroissance radioactive. C'est-à-dire, si je prends le N à l'instant T1,5, il va me donner N0 sur 2. Donc, N à l'instant T1,5 égale à N0 sur 2. Et le N, c'est N0 exponentielle moins lambda T. Le T ici, c'est T1,5. Donc, on voit bien ici que le N0 se simplifie. Et ça me donne N,5 égale exponentielle moins lambda fois T1,5. Maintenant, pour éliminer l'exponentielle, on va faire entrer ici la fonction réciproque qui est ln. Donc, le ln de n,5, elle est égale au ln de cette fonction exponentielle moins lambda T1,5. Puisque le ln, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, il me reste seulement l'exposant, moins lambda fois T1,5.
J'applique ici la règle de tout à l'heure, ln de A sur B. C'est ln de A moins ln de B. C'est-à-dire ln de 1 moins ln de 2. Or, le ln de 1 égale à 0. C'est dans les propriétés du logarithme. Il me reste moins ln de 2 égale moins lambda T1 demi. Donc, je peux déduire ici que le T1 demi, c'est ln de 2 sur lambda. Et comme ça, dans les exercices, si on nous demande de trouver la relation, on doit faire ces trois lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et déduire la valeur ou bien l'expression de T1 demi. Si on nous demande de calculer T1 demi, on applique cette relation sans démonstration. Donc, selon la question, soit établir la relation, on doit faire ces trois lignes, c'est la démonstration, soit calculer la valeur, c'est appliquer directement cette relation. On peut aussi déterminer graphiquement T1 demi, ce qu'on appelle la méthode graphique. Cette méthode est utilisée chaque fois qu'on a la courbe qui donne n égale à n0 exponentielle moins lambda de t. Cette courbe est comme suit. On a l'axe des y où se trouve la valeur de n restant. L'axe du temps où se trouve la valeur de t, c'est au cours du temps. À l'instant 0, j'aurai n égale n0 exponentielle 0. Or, exponentielle 0, c'est 1. Il me reste n0 au départ. Au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de noyaux restants diminue progressivement. Donc, le nombre de noyaux restants suit la courbe en jaune ici. Pour déterminer graphiquement T1 demi, je dois prendre la moitié de N0, c'est-à-dire N0 sur 2. Je projette sur la courbe et je projette sur l'axe des temps et la valeur trouvée, c'est T1 demi ici. Cette valeur, c'est la demi-vie T1 demi. Maintenant, si on prend N0 sur 2 et on le divise par 2, il me donne N0 sur 4. Si je le projette sur la courbe, ici, je trouve 2T1 demi. C'est-à-dire, elle est loin de N0 sur 2 de T1 demi. Chaque fois qu'on divise le nombre par 2, le temps écoulé, c'est T1 demi. Je divise encore N0 sur 4 sur 2. Ça me donne N0 sur 8. Et je trouve 3T1 demi. On peut encore diviser ça par 2, ça sera N0 sur 16. Et ça me donne 4T1 demi. Donc, pour déterminer graphiquement T1 demi, il suffit de diviser N0 par 2 et chercher l'abscisse de ce point sur l'axe de temps, ce qui constitue T1 demi. Deuxième notion importante aussi, la constante de temps. La définition de la constante de temps, c'est l'inverse de la constante radioactive, c'est-à-dire 1 sur lambda. Or, tout à l'heure, on a trouvé qu'il y avait une relation entre lambda et T1 demi, c'est aussi T1 demi sur ln de 2. La constante de temps, elle est en secondes. Donc, par le calcul, on définit tout de cette façon-là. Soit on connaît lambda et on prend l'inverse, soit on connaît la demi-vie, on la divise par ln de 2. Mais pour la déterminer graphiquement, on doit avoir le graphe n en fonction de t. Comme tout à l'heure, n en fonction de t, on a la courbe de décroissance radioactive. Le n0, c'est le nombre de noyaux à l'instant initial. On trace la tangente à la courbe à t égale à 0. Cette tangente coupe cet axe en un point d'abscisse tout. Donc cette intersection, sa valeur c'est tout, c'est-à-dire la constante de temps. Donc on dit que la tangente à l'origine à la courbe, cette tangente, coupe l'asymptote horizontale, c'est-à-dire cet axe, en un point d'abscisse tout. Donc si on vous donne une courbe et on vous demande de déterminer la constante de temps tout,
Vous tracez la tangente à l'instant 0. Son intersection avec l'axe des temps, c'est la valeur de τ. L'avant-dernier paragraphe de cette leçon, activité d'une source radioactive. Donnons la définition. L'activité grand A d'une source radioactive est égale au nombre moyen de désintégrations par seconde dans l'échantillon. Donc l'activité est notée avec la lettre A majuscule. On peut aussi la noter avec la lettre A minuscule. C'est le nombre de désintégrations par seconde dans l'échantillon. Le comptage de désintégration par seconde s'appelle activité. Donc cette activité est égale au nombre de désintégrations. Et au départ, lorsqu'on avait démontré la loi de décroissance radioactive, le nombre de désintégrations c'était moins dn. Par seconde, c'est par intervalle de temps. Donc on peut écrire que A égale moins dn sur d de t, qui est égal aussi à lambda fois n. Donc on peut calculer l'activité soit par la dérivée de la loi de décroissance radioactive, soit par le produit de la constante radioactive fois le nombre de noyaux restants dans l'échantillon. Le A s'exprime en becquerel, dont le symbole est BQ, c'est l'unité de l'activité dans le système international. Donc le becquerel, un becquerel, représente une désintégration par seconde. Donc si on a un échantillon où il y a 1000 désintégrations par seconde, on dit que son activité égale à 1000 becquerels. Toujours l'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde, pas par minute ou par heure ou par jour. Il faut toujours la convertir en désintégration par seconde. Il y a une autre unité qu'on verra dans les exercices, c'est le Curie. Il y a une équivalence entre le Curie et le becquerel. Déterminons maintenant l'expression de l'activité. Cette activité diminue au cours du temps, du fait que le nombre de noyaux restants diminue aussi. Donc partons de l'équation différentielle ou bien la forme différentielle de la loi de décroissance radioactive. C'est-à-dire cette équation d de n sur d de t plus lambda n égale à 0. D'après cette définition, le A, c'est l'opposé de dn sur dt. Donc on peut en déduire que A qui est égal à moins dn sur dt, c'est lambda fois n. Ça, c'est le raisonnement ou bien la démonstration de la définition précédente, lambda n. Donc la définition, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Et d'après cette équation, ce nombre de désintégrations par seconde n'est autre que lambda fois n. On peut encore remplacer le n par la loi de décroissance radioactive. N égale n0 exponentielle moins lambda de t. Donc, en remplaçant n par cette expression, on trouve que A égale lambda fois ceci. N0 exponentielle moins lambda t. Je peux remplacer lambda n0 qui est de cette forme-là, mais à l'instant 0. Je peux le remplacer par A0. Donc, je constate que la loi de A en fonction du temps, elle est identique à la loi de n en fonction du temps. Donc, la façon dont diminue n est la même façon dont diminue A. Donc, on dit que l'activité suit la même loi de décroissance exponentielle que n de t. Donc, il se peut dans certains exercices qu'on a dans la courbe de l'activité au lieu de la courbe du nombre de noyaux restants. Ils vont avoir la même allure. Donc, le A en becquerel, en fonction du temps, il décroît progressivement. Je peux encore de cette courbe déterminer T1,5 de la même façon. Chercher A0 sur 2, projeter sur la courbe et projeter sur l'axe, c'est T1,5. Je peux encore trouver la constante de temps τ en traçant la tangente à l'origine, son intersection avec l'axe des temps donne la valeur de τ.
On arrive maintenant à la dernière partie de cette leçon, la datation au carbone 14. Je vais présenter le principe de cette méthode. La datation par le carbone 14, elle permet d'estimer l'âge des vestiges archéologiques, c'est-à-dire ce qui reste des os, de charbon, de bois, de tissu, ainsi de suite. Donc, cette technique va me donner l'âge de ces restes, des os, du charbon, du bois, du tissu et autre chose. Le principe de cette méthode est d'utiliser les propriétés de décroissance radioactive de l'isotope carbone 14 présent dans toute matière organique. Toute matière organique, il contient le carbone. Et parmi ces carbones, il y a l'isotope carbone 14 qui est radioactif. Et au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de noyaux radioactifs du carbone 14 diminue au cours du temps. Et on va utiliser la loi de décroissance radioactive. Cette technique est utilisée pour dater des objets de quelques centaines d'années à 50 000 ans environ. Donc tous les objets ou bien les restes dont l'âge varie entre quelques centaines d'années et 50 000 ans, on peut trouver cet âge grâce à cette technique qui s'appelle la datation au carbone 14. Résumons cette première partie. La datation permet de trouver l'âge des vestiges archéologiques. Elle est basée sur les propriétés de décroissance radioactive de l'isotope 14. Elle permet de dater les objets de quelques centaines d'années à 50 000 ans. Le carbone 14 est produit en haute atmosphère par des rayons cosmiques. Ce sont les neutrons qui entrent en choc avec l'azote 14. Dans la haute atmosphère, il y a des radiations cosmiques qui apportent des neutrons et autres particules. Ce qui nous intéresse ici sont les neutrons. Ils entrent en choc avec les noyaux d'azote et ce choc fait produire le carbone 14 et un proton. Donc, dans la haute atmosphère, le carbone 14 est produit en permanence. Ce carbone 14, il est intégré dans le CO2 qui existe dans l'air. Et le CO2, il est absorbé par les plantes et le reste de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que le C entre dans la composition du CO2 et le CO2 qui est dans l'atmosphère, il est absorbé soit par les animaux, soit par les êtres vivants, soit par les plantes. Donc, on respire ou bien on se nourrit d'aliments qui contiennent le carbone 14. Donc, tant qu'on est vivant, on remplace chaque fois le carbone 14 qui se désintègre. Donc, tant que la plante ou bien l'être vivant n'est pas encore mort, la proportion du carbone 14 reste constante. Après la mort, le bois, par exemple, les os de ces êtres vivants vont voir le nombre de carbone 14 diminuer grâce à la radioactivité. Donc, ces ossements ou bien ces restes de bois, on va trouver à l'intérieur un nombre de carbone 14 inférieur au nombre qu'elle avait lorsqu'ils étaient vivants. La datation repose sur la mesure du rapport N du carbone 14 sur N du carbone 12, qui est égal à 10 puissance moins 12 dans l'air. Cette valeur elle est constante tant que l'être est vivant, et cette valeur diminue à la mort. Donc l'échantillon prélevé d'un objet, elle est traité par des méthodes physiques ou chimiques pour extraire le carbone. Après, il est introduit dans un détecteur qui va nous mesurer son activité en carbone 14. En mesurant l'activité en carbone 14 et connaissant l'activité initiale, on peut déterminer l'âge de cet objet. On sait que l'activité varie selon cette loi, A égale à 0 exponentielle moins lambda t. Nous, on cherche cette date t. C'est la date t à partir de la mort de l'objet. Donc, je peux tirer A sur A0 égale exponentielle moins lambda de t. Pour éliminer l'exponentielle, je fais entrer le logarithme népérien.
elle est égale à ln de l'exponentielle. Ln de exponentielle, il reste moins lambda de t. Donc, je tire t égale ln de a sur a0 sur lambda. Si on n'a pas la valeur de lambda, on peut l'écrire en fonction de t1 demi. C'est-à-dire, on remplace lambda par ln de 2 sur t1 demi. Et ça donne cette expression. Le t1 demi, c'est la demi-vie. Le a, c'est l'activité de l'objet qu'on a trouvé, c'est l'objet archéologique. Le a0, c'est la valeur de l'activité de cet objet à l'instant où il est mort. Ces valeurs de a0 sont données dans des tables. Et ces valeurs a sont déterminées par le détecteur. Il existe d'autres méthodes de datation. Par exemple, la datation uranium-thorium. L'uranium 238 se transforme en thorium et plomb. Ces éléments uranium-thorium sont présents dans les sédiments coraux, coquillages ou bien les stalagmites. La limite de cette méthode, elle peut donner l'âge des objets allant jusqu'à 500 000 ans. C'est plus que 50 000 ans du carbone 14. On peut encore utiliser une autre méthode, c'est le potassium-argon. Le potassium 40 se transforme lui aussi en calcium 40 et argon 40. Le potassium et l'argon sont présents dans les minéraux tels que le mica et les roches volcaniques. La méthode potassium-argon peut dater ou bien peut donner l'âge des objets allant de 500 000 ans à plusieurs millions d'années. On arrive à la fin de cette leçon, loi de décroissance radioactive. J'espère que vous avez bien profité de cette leçon et merci de votre attention et à la prochaine leçon.